Alors bonjour, nous allons vous présenter un modèle IA open source qui a pour vocation d'assister les développeurs dans leur code au quotidien. Alors attention, il ne s'agit pas d'un outil qui va remplacer un développeur, mais on est vraiment là pour l'aider, quoi, et pour être plus productif. Dans cette démo, en fait, qui se déroule dans un VS Code, on a un plugin qui est branché sur un back-end, sur un modèle IA open source, qui est vraiment spécialisé sur le code, et on va aborder en fait quatre grands points. On va voir la partie Learn pour la partie apprentissage, une partie sur le refine pour l'amélioration de code, une troisième partie sur la partie documentation, et la dernière partie, on va regarder la, la génération de code. Euh, donc voilà. Ok, donc pour cette première partie, on va regarder la partie Learn avec une petite démo justement sur le Explain sur du code en Python. Vas-y Greg, je te laisse la main. Ouais. On va ouvrir un snippet de code qui contient un petit morceau de code un peu mystérieux ou du moins méconnu en Python. Et on va demander au langage modèle de l'expliquer, tout simplement. Explain this code. On a besoin de savoir un petit peu ce que ça fait. Donc là, il nous donne un petit peu le résumé au début. En fait, ça utilise ce qu'on appelle un context manager, une notion un petit peu méconnue en Python. Ensuite, il nous explique en détail le code. Et là, je vais lui demander des précisions sur le concept. Le context manager. Là, il va m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, avec enter et exit, hein, c'est ces deux mécanismes. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il me donne un exemple concret en plus pour bien m'expliquer comment ça fonctionne. Voilà, donc, on Excellent. est vraiment capable de faire le déroulé du code et d'expliquer les concepts derrière. À noter que ça fonctionne aussi avec d'autres langages comme Java ou PHP ou Go ou Rust ou autre. Ok, donc dans ce deuxième exemple d'apprentissage, on va regarder en fait une syntaxe avec TypeScript où on va justement lui poser la question. Vas-y. Donc, en fait, les langages modèles peuvent être utiles au quotidien sur des petites questions de syntaxe. Si on oublie, par exemple, un point de détail en syntaxe, je vais prendre un exemple qui m'est arrivé en TypeScript. Je veux avoir les deux premiers éléments d'un tableau et les enlever du tableau. Voilà, bon, c'est un peu basique. Donc là, je vais me mettre en mode continue langage modèle. Je vais coller mon query ici. Et je vais demander au langage modèle, je ne me souviens plus exactement de la syntaxe. Donc là, il va me donner la syntaxe extrêmement précise. Donc ça sert toujours un petit peu pour reminder. Ça sert un petit peu à rapidement trouver une syntaxe. Ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher sur Stack Overflow ou de googler. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un avantage, un petit avantage, une petite aide au quotidien. Ok. Oui, là, on va aborder la deuxième partie, qui est le refine pour l'amélioration de code. Et donc là, on a un exemple en Python où on va fixer du code et demander justement des conseils pour améliorer le code. Vas-y, je te laisse la main. Ouais. Donc là, on va prendre un petit snippet où il y a un problème. D'ailleurs, mon IDE me le dit. Alors, on va demander à l'IA de éventuellement déjà me checker. Donc là, je vais appuyer sur CTRL-M dans l'IDE pour embed le code. Donc là, ça va directement m'embed le code. Là, je vais lui demander review this code and check for problems. Donc là, on voit bien un dev expérimenté, il verrait bien que ça, c'est une variable globale. Voilà. Donc, elle est déclarée comme globale et comme locale. Donc, a priori, le problème, c'est ça. On va voir si l'IA arrive à et le trouver et le résoudre pour nous. Il a noté un truc d'indentation. Voilà, c'est ça. Là, il nous donne la solution. Il nous explique un petit peu le déroulé. Voilà. Donc ici, on n'a plus qu'à recopier le code. On va vérifier la validité. Je sauve. Et là, mon IDE a fait le check et il n'y a plus de problème. Le problème a été résolu. Voilà. C'est vraiment pour démontrer, le snippet n'est pas très pertinent, mais c'est pour démontrer la capacité de l'IA à analyser du code, le comprendre et éventuellement fournir des solutions. Alors toujours dans la partie refine, on va regarder un autre exemple
avec un fichier en TypeScript où on va lui demander un peu de voir pour la performance ce qu'il peut faire. Voilà, donc j'ai un petit snippet, une boucle for, et je vais demander un petit peu à l'IA s'il y a possibilité, alors sur CTRL-M pour référencer le code, s'il y a possibilité d'optimiser ce code en vue de la performance. Donc bon, a priori, il est quand même pas si mal ce code, mais on peut utiliser notamment, je m'attendrais à ce qu'il me sorte une fonction reduce. Donc on va lui dire optimize this code for performance. On va voir ce qu'il en pense. Moi, je mettrais un reduce. Après, voilà, très bien, parfait. Là, il a fait ce que j'attendais de lui. En tant que développeur, j'aurais fait à peu près pareil. Donc ça peut servir pour les développeurs juniors, pour les optimisations, y compris un petit peu plus complexes. Là, l'exemple est relativement trivial, mais c'est pour montrer le principe. Ok. Ok, toujours dans Refine, on a un petit exemple sur un fichier Python de logique. Et, donc voilà, je te laisse remontrer cet exemple. Oui. Là, le but, en fait, c'est la détection de bugs. On a un petit bug dans ce code, voilà, qui n'est pas évident à voir parce que ce n'est pas un bug de syntaxe ni rien, c'est un bug de logique. Donc là, on a une boucle infinie, en fait. Au lieu d'incrémenter, on décrémente. Je vais demander au langage modèle de me reviewer ce code. Je vais this code and check for errors. Un petit review. Alors là, il m'a bien trouvé l'erreur et il me procure le fixe en m'incrémentant correctement. Il me dit bien qu'il y a un infinite loop. Donc, il fait totalement le job de me trouver une erreur au niveau logique. Donc là, on va aborder la troisième partie où justement on va utiliser cette IA open source pour faire de la documentation. Donc là, c'est dans cet exemple qu'on va regarder un petit fichier qu'on a appelé doc2py. On va faire de la documentation Python. Voilà, donc je prends un simple fichier avec deux fonctions, une qui est un décorateur, et je vais lui demander de me documenter ce code. Donc je fais CTRL-M pour le référencer. Et là, au lieu de prompter, on va utiliser des commandes personnalisées. On a fait une commande qui s'appelle pdoc, qui est en fait, voilà, pour écrire un Python docstring. Donc c'est un prompt qui est préparé à cet effet, qui est déjà prêt, comme on s'en sert assez souvent pour documenter notre code. Je vais lancer ça. Donc là, tu as la possibilité de spécialiser des espèces de commandes en Python avec des sorties bien personnalisées, c'est ça que tu es en train de dire? Voilà. Là, on a instruit le modèle, on a fait un prompt un peu spécifique en lui disant de nous faire un docstring au format Google Docstrings avec toujours un exemple. Donc, il prend bien soin de nous mettre des exemples dans la documentation. Là, on a vraiment un prompt déjà un peu spécifique qui est déjà crafté pour cette utilisation. Donc là, on sait qu'on va avoir des docstrings au bon format et qu'on va pouvoir ensuite les utiliser dans le code. Donc, je colle le code et voilà, on a nos docstrings, je sauve. Voilà, pas d'erreur, pas de problème. On a notre code qui est parfaitement documenté. Ok, dernier exemple sur la partie documentation, c'est la création d'un README. Et donc là, on va utiliser une petite librairie TypeScript assez modeste, qui fait aller 200 lignes quand même. Je vais lui mettre aussi les types. Et donc le but, c'est par rapport à ce code, créer un README. Donc là, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle les context providers. Là, on va prendre Open Files. Donc ça référence tous les fichiers ouverts, donc c'est-à-dire les deux fichiers là. Le code va être automatiquement transmis en amont. Donc là, je vais lui dire create detailed and helpful README de l'API composable. On va voir comment j'étais débrouillé. Normalement, il va me structurer ça vraiment comme un README classique. Voilà,
Voilà, usage, très bien. Des petits exemples avec toutes les méthodes. Ça m'a l'air pas mal. Configuration. OK, il me donne tous les éléments pour initialiser. Très bien. Les petites méthodes supplémentaires. Parfait, la réponse. Là, il a bien déroulé un petit peu toutes les futures disponibles. Donc, ça fait quand même une bonne base déjà rédigée. Là, il me détaille bien. Voilà comment on met un extra header. Il a pris un petit peu toutes les futures qui sont dedans. Donc là, ça représente quand même une bonne base. On va réexaminer un peu tout ça. Après, on peut repréciser. On peut lui demander des détails. On peut un petit peu Ouais, mais déjà, refiner. t'imagines le temps que tu gagnes déjà. Voilà, bah, c'est quand même Comment assez. Bon, il faut quand ouais. même vérifier, relire toujours ce que le langage modèle sort. C'est pas Ouais, non, la mais vérité ça révélée reste non plus. consistant, Mais mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent d'ailleurs le parent pauvre, la doc, là, c'est quand même un gain de temps. Bon, c'est pas parfait, ça reste un assistant, mais c'est un gain de temps, quoi. Et ça, c'est énorme. Donc, voilà. voilà, et les commentaires sont tout à fait corrects au niveau documentation. Il me met même les defaults, il me met les valeurs par défaut, il me met les types. Donc c'est parfaitement, c'est un peu comme ça que j'aurais fait moi-même, hein. Mhm. Donc, comme ça reste du classique, les langages modèles sont quand même assez performants sur ce genre de choses. Donc là, voilà, Ok, il m'a fait une structure classique. J'en suis assez satisfait. ok. Alors, quatrième partie de la démo, c'est la génération de code. Là, on va voir un exemple justement de création de code avec du JavaScript. Donc là, on va présenter une feature qui est la code complétion inline. Là, on a présenté un peu une demande en commentaire. Là, ce que je voudrais, c'est une map utilisant Leaflet, donc librairie classique, avec des tiles OpenStreetMap. Je lui ai dit de prendre latitude, longitude, zoom level comme paramètre et de me placer un marqueur au centre. Voilà, c'est une demande un peu complexe en instruction. Donc là, je vais appuyer sur CTRL-SHIFT-L pour la complétion inline. Et je vais lui dire write the function using the comments. Et là, il va agir directement sur le code. Donc là, très bien. Il me commente déjà latitude, longitude en entrée, parfait. Et ensuite, mon marqueur, j'ai bien MetaL, OpenStreetMap, OSM, très bien. Donc là, je ne l'aurais pas écrit mieux. Voilà. Donc là, on a une base de code vraiment inline. Et là, je peux accepter ou rejeter le code. Là, je vais accepter, je trouve ça pas mal. Et voilà, ma fonction est faite. Et Mhm. documentée qui plus est. Nickel. Alors ensuite, on peut refiner, ajouter en mode chat, on peut passer en mode chat pour refiner la fonction, On ajouter revient, on revient des sur lignes, des polygones. Voilà, c'est ça. ok. Ok, toujours dans la génération de code, on va regarder un exemple de génération de script SQL avec un modèle Ok. existant. Donc là, on va prendre une base de données SQLite et on va essayer un petit peu de passer déjà le schéma au langage modèle. On lui passe directement le schéma, on va lui demander un petit peu des queries. Donc CTRL M pour référencer. Voilà, on a un schéma de 133 lignes avec toutes ces tables. Ici, c'est le plan de la base de données. Donc, ce sont des albums, des artistes et des clients avec un petit peu tout lié, des factures. Donc là, on peut déjà commencer à explorer la donnée en lui demandant, par exemple, le nombre d'albums par artiste. OK. Donc, je dis déjà que j'ai un schéma SQLite. SQLite schéma. C'est connaît le format. Je dis create SQL query to show the number of albums per artist. Voilà. Quand c'est l'exploration là-dedans. Et là, on va exécuter le query pour vérifier contre la base de données. Je copie ici, je le colle. Et là, je run mon query. Donc, résultat, voilà. On a les noms d'albums. Bon, alors après, on peut refiner. Par exemple, je voudrais que ça soit ordonné. Donc là, je
je lui précise de modifier le query, de coller, sort the list by the result by number of albums. Voilà. On va tester ça. Ouais. Voilà, ça y est, j'ai ce qu'il me fallait. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être tenter un petit query un petit peu plus compliqué. Mettons que je veux trouver un genre, mettons les albums, les top artistes des albums de rock, admettons. Ok. Donc, je lance une petite relance sur le modèle. Je dis que tout est OK. Now, ouais, create, c'est bien. Query to show the top 10 artists for rock bands. Donc là, volontairement, je prends un query assez vague. Il va interpréter qu'est-ce que c'est qu'un rock band. Je ne dis pas de chercher dans le genre. Donc là, il va se poser un peu des questions. Il va trouver la table genre. Il va vraiment extrapoler que ce que je veux, c'est du rock dans la table en question. J'ai été vraiment très, très vague. Voilà, le query est un petit peu plus compliqué avec 3 joins. On va le tester. Run. Voilà, parfait. Il est du premier coup. Il l'a eu du premier coup. Artist name, number of tracks. Voilà, là je vais préciser les top 10 artistes. Comme on avait classé par number of album, il a dû en déduire que c'est le number of tracks qui compte. Le plus impressionnant, c'est qu'il a compris que rock, c'était dans le genre, quoi. Ça, c'est un truc, Exactement. Il a extrapolé de manière sémantique. Alors après, si c'est pas exactement ce qu'on veut, il faut préciser ensuite et refiner le query comme on l'a fait avant. ouais, c'est déjà hyper impressionnant, quoi. Voilà, à peu près. Hein. Ensuite, on peut explorer toute la data avec ça de manière interactive assez rapide. C'est l'avantage. OK. Alors, dernier exemple de génération de code, c'est avec un notebook. On va prendre des données CSV, on va convertir en data frame et on va essayer d'en faire un graphe. Voilà. Donc, on va partir d'un sample. On va lui donner un petit sample de data en contexte avec CTRL M. Alors, ça, c'était ma session d'avant. On va repartir là-dessus. On va lui dire I have this CSV file. I would like to create a data frame from it using pandas. Il devrait comprendre. Allons-y. Okay. Read CSV, voilà, bon, c'est relativement classique. Hein. On va copier ça comme ça. Hop. Voilà notre data frame. Alors maintenant, on va lui demander directement une petite visualisation. Donc là, on va regarder par exemple la courbe des précipitations. Donc là, on est sur du jour par jour. OK. Create a line chart to show les précipitations by date. Donc là, je ne précise pas, je lui dis juste que je veux une visualisation. On va essayer de voir comment il s'en tire. OK, il me resample les dates, il me formate les dates pour pouvoir les utiliser, set l'index, et il va me faire une petite figure matplotlib. Voyons si ça fonctionne. Hop, voilà. J'ai directement mes précipitations over time. Donc là, on est sur du jour par jour. Admettons qu'on veut plutôt voir les précipitations par mois, parce que là, c'est quand même difficile à lire. Admettons. Donc, classique en data analytics, on va lui demander de resampler la data.
Alors, on va lui dire resample de data by months. On lui précise en min, une méthode de resample, je l'oriente un petit peu quand même. Resample the data by months before shifting. OK. Là, il va me proposer une fonction de resampling. On va tester ensuite. OK. Alors, resample, voilà, assez classique sur les précipitations. On va voir la courbe. Hop, voilà. J'ai mes précipitations par mois. Donc là, ça montre vraiment des petites opérations tout à fait classiques de data analytics. Travailler un petit peu la data, les index, les conversions, dead time, il s'en occupe un petit peu bien. Et il maîtrise quand même assez bien ces librairies de data analytics dans la mesure où elles sont très classiques. Donc c'est quand même tout à fait avantageux pour d'utiliser un langage modèle à ce niveau-là. On gagne pas mal de temps et ça permet de bootstrapper pas mal de code. Ok, ben merci pour la démo. En tout cas, c'est assez bluffant. Je rappelle que ça reste un modèle IA open source qui peut être installé sur une infra sécurisée. On n'est pas obligé d'utiliser, ça n'utilise pas les API de ChatGPT ou autre. Donc, c'est quelque chose qui peut être installé soit on-premise ou sur nos infras sécurisées. Et donc, on ne se retrouve pas avec du code sensible qui vont sur des serveurs. On ne se retrouve pas avec un modèle où on paye des API ou des tokens. Là, il faut avoir de la machinerie. Donc, merci Greg pour la démo. Et puis j'ai hâte de voir la suite. À bientôt. Ciao.